Bonsoir et bienvenue dans cette conférence de la Maison éco-citoyenne de Bordeaux Métropole. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour une première en studio à Bordeaux Métropole sur un sujet qui va, je le sens, vous passionner, la question des arbres en ville. En effet, Bordeaux Métropole lance un grand projet appelé Plantons 1 million d'arbres. Un sacré défi. Avant d'accueillir nos invités pour cette table ronde, je vous propose d'écouter Alain Anzani, qui est président de la Métropole et qui va nous parler de cette action. Alain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, on va parler ce soir de l'arbre sauveur des villes. C'est le pari que semble faire Bordeaux Métropole avec l'action Plantons 1 million d'arbres. Comment est née cette action ? D'abord, merci d'avoir consacré cette émission à ce sujet que je considère comme particulièrement important. Vous savez que notre préoccupation de beaucoup, c'est de relever le défi climatique. Voilà. On sait que dans quelques années, ici, on aura la température de Séville. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut ne rien faire, mais on voit bien évidemment les conséquences à ce moment-là d'une inaction, ou bien on peut essayer d'anticiper. D'abord, il faudra essayer de faire en sorte que la température n'augmente pas. Donc ça, c'est la lutte contre évidemment le carbone et la nécessaire décarbonisation sans doute de notre société, de nos villes. Puis il y a quand même une question. Voilà, si demain il fait 35 degrés, bon, et une solution. Et c'est l'origine de ce projet. La solution, elle est finalement assez simple, c'est de planter des arbres. Il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui plantent déjà des arbres, et donc l'idée, effectivement, m'est venue de proposer 1 million d'arbres. Bon. Alors, 1 million d'arbres, je sens tout de suite qu'évidemment, il y a beaucoup d'interrogations en disant, mais il est fou, quoi, 1 million d'arbres, jamais on y arrivera. D'abord, c'est 1 million d'arbres sur une période de 10 ans. Bon, quand même le préciser. Et je pense que c'est pas de la folie, c'est d'abord une nécessité, mais que de toute façon, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Pourquoi nous le faisons ? D'abord parce que un arbre, c'est plus qu'un arbre. Un arbre, c'est aussi un puits de carbone, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de recycler du carbone, donc ça c'est très important. Un arbre, c'est évidemment un îlot de fraîcheur. Chacun d'entre nous, parfois, nous protégeons par la présence d'arbres et nous nous mettons sous des branches pour éviter un trop grand soleil. Un arbre, c'est aussi de la biodiversité. Si on veut avoir des oiseaux en ville, il faut qu'il y ait évidemment des perchoirs, et ces perchoirs les plus naturels, les plus végétaux qui puissent être, ce sont des arbres. Un arbre, finalement, c'est la santé. C'est la santé des uns et des autres, et puis sans doute la santé de la ville. Et puis, vous savez, nos habitants aujourd'hui en ont assez, j'allais dire en ont marre, je pourrais presque dire en ont marre, d'avoir une ville dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et moi, je suis très frappé par ça. Ils veulent de la nature en ville. Bon. Et donc, je crois qu'il faut un nouveau paysage urbain, et que le meilleur des paysages urbains de demain, c'est un paysage arboré, avec des micro-forêts, avec des arbres non seulement à l'extérieur des villes, à l'extérieur de la rocade, pour ce qui nous concerne, mais également à l'intérieur. Et donc ça, c'est évidemment plus difficile, mais c'est tout à fait possible. Vous me posiez cette question, comment l'idée m'est-elle venue ? Bien, je vais vous faire une confidence. Elle m'est venue en discutant avec des jardiniers. Voilà. Parce qu'on a ici beaucoup de jardiniers à la métropole, et qui sont des hommes et des femmes passionnés. Ils aiment leur métier. Et ils vous expliquent plein de choses que moi, je ne connaissais pas. Hein. Mais comment on trouve de la terre, comment on arrive à enrichir la terre, quel est le rythme de l'arbre. Ça, ce sera très important, c'est de respecter évidemment le rythme de l'arbre. Quel est le coût d'entretien des arbres ? Le plan des arbres, mais évidemment, après, qui va l'entretenir. Et c'est en discutant avec des jardiniers, en discutant avec des agents de la métropole, que finalement, on a eu ensemble cette idée de faire ce programme 1 million d'arbres. 1 million... ça ne peut pas être non plus uniquement une initiative administrative. Ça ne peut pas être simplement que la métropole. Voilà. Et peut-être l'enjeu principal, c'est de créer un consensus autour de cette idée de planter des arbres. Il faut que la métropole plante des arbres, il faut que les communes, elles le font déjà depuis des années, plantent des arbres, il faut que les habitants plantent des arbres, il faut que les entreprises plantent des arbres, il faut que les associations plantent des arbres. Voilà. Et donc il faut que ça devienne une sorte de... planter un arbre devient une sorte de message de ralliement. Et donc nous, on peut évidemment faciliter, notamment on pourra distribuer des plans pour que les gens puissent ensuite après faire ce qui est nécessaire. On pourra inciter à travers le plan local d'urbanisme, le PLU, également des entreprises, des maisons, à chaque fois qu'il y aura un projet immobilier, qu'on puisse intégrer la présence d'arbres.
Et donc, il faut que ça soit ce grand mouvement qui, sans doute, à un moment donné, débouchera aussi vers une journée, vers un week-end, vers une semaine peut-être. Je regarde M. François Durchetti qui est là et qui est en charge de tous ces projets à la métropole, faire en sorte aussi qu'il y ait un moment d'une grande fête de l'arbre où tout le monde puisse se retrouver. Vous parliez de projets immobiliers. On sait que la métropole accueille de plus en plus de monde. Comment on allie justement cet enjeu écologique, environnemental en plantant des arbres, mais aussi l'enjeu foncier et d'habitat? C'est un des grands défis de cette métropole, d'offrir du logement parce qu'on en manque, et en même temps de respecter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire presque parfois cette colère ou ce mécontentement d'habitants qui disent « écoutez, nous on en a assez, on construit trop, c'est trop haut, c'est trop dense ». Et pourtant, les mêmes parfois me disent ça, et les mêmes me disent « mais monsieur le maire, là c'est au maire qui s'adresse, j'ai un problème avec mes enfants, ils manquent d'un logement, comment faire pour avoir un logement ?» Parfois ce sont les mêmes. Je crois que simplement c'est d'arrêter de construire n'importe comment et n'importe où, et de toujours exiger un coefficient presque de biotope pour que lorsqu'on construit, eh bien, on construit, mais aussi avec de la nature en ville. Et le premier symbole de la nature, c'est l'arbre. Donc je pense qu'on peut trouver une grande alliance entre, d'un côté, offrir du logement, offrir des services, et de l'autre côté, mettre la nature en plein cœur de la ville. Et alors, cette politique plantons 1 million d'arbres, comment elle s'inscrit dans une dynamique plus globale d'adaptation au changement climatique sur la métropole ? Je crois qu'il faut qu'on regarde d'abord les questions de mobilité. Moi, je pense qu'il faut proposer des alternatives à la voiture. Mais mon expression, c'est des alternatives à la voiture. Mon expression ne consiste pas à dire qu'il y a les méchants qui utilisent leur voiture et les bons qui utilisent leur vélo. Je pense qu'il ne faut pas faire une opposition entre les vélos et les voitures, même si souvent on peut me l'expliquer. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que les gens ont des besoins et qu'il faut satisfaire les besoins, il faut qu'on écoute tous les gens, mais il faut une alternative à la voiture. L'alternative à la voiture, c'est notamment des transports en commun. Si vous mettez un transport en commun au bas de votre immeuble, eh bien vous avez plus de chances que la personne prenne le transport en commun pour aller à son travail que s'il n'y a rien, ils vont prendre leur voiture ou ils vont prendre leur vélo pour ceux qui peuvent prendre leur vélo. Je crois que c'est une politique globale. Il faut favoriser les pistes cyclables, les sécuriser surtout. Moi, j'ai souvent peur pour les cyclistes. Je trouve qu'ils sont en danger parfois. Et donc, il faut qu'on les sécurise, il faut qu'on les augmente, il faut qu'on fasse peut-être même des autoroutes de vélo pour aller d'un point à l'autre. Il faut aussi qu'on fasse une politique de service pour les vélos, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du vélo, la réparation du vélo, le gonflage des pneus. Il y a même peut-être d'autres services qui peuvent exister. En tout cas, ça existe dans un certain nombre de villes que j'ai pu visiter. Et puis, imaginez demain que le fleuve aussi puisse être un axe de transport. Et puis, on pense à un téléphérique qui reliera la rive droite à la rive gauche. C'est pas folklorique, un téléphérique, parce qu'un téléphérique, c'est 13 000 personnes par jour. Donc, c'est tout à fait significatif. Et puis, on pense évidemment à voir que des trains qui arrivent de Libourne puissent s'arrêter plus souvent à Senon, à Ambarès, pour aller à Bordeaux, pour aller à Pessac, pour aller demain à la gare médocaine de Talence, et puis ensuite après, si c'était nécessaire, pour aller sur Arcachon. C'est vraiment aussi une possibilité. Ça s'appelle décarboner finalement. Il y a ça, et puis il y a, je crois, aussi toute la rénovation de l'habitat. Aujourd'hui, quand même, une des grandes émissions, un des grands facteurs d'émissions de gaz, c'est l'habitat aujourd'hui. Et donc il faut une rénovation énergétique de l'habitat très forte. Ça coûte très cher. Je le fais à la mairie de Mérignac, ça coûte très cher, mais là tout le monde est gagnant. La planète est gagnante, le propriétaire est gagnant, le locataire est gagnant, parce que tout ça coûte moins cher ensuite après au locataire en termes de facture. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'ambition à avoir, mais je crois qu'on a. Mais en parlant des arbres, il y a aussi un autre quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. Et j'ai vu que Bordeaux le fait, que d'autres villes le font, que moi-même je le fais à Mérignac. C'est aussi protéger les arbres remarquables. Voilà. Moi, j'en ai assez d'apprendre un jour que tel être de grande lignée, tout à fait exceptionnel, tel autre arbre, telle chêne, a pu être coupé en catimini, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les instruments juridiques pour protéger les arbres remarquables. Donc, on est plusieurs communes aujourd'hui à faire un inventaire des arbres remarquables pour les protéger. Et demain, on intégrera les arbres remarquables dans la modification du PLU. Et donc, ça nous donnera les outils juridiques pour dire « Ah, celui-là, vous ne touchez pas. » Il y a un séquoia qui est là. Les séquoias, tout le monde aime cet arbre. Eh bien, vous ne couperez pas ce séquoia. Voilà.
Il me semble d'ailleurs que des communes comme la ville de Florac invitent les citoyens à recenser les arbres remarquables de leur commune. C'est le cas aussi d'autres communes On le fait, nous, à Mérignac, on le fait. D'accord. Et donc, on peut aller sur le site de la ville pour inscrire. On met la photo de l'arbre, et on met la situation de l'arbre. Mais ensuite, après, l'outil juridique, ce sera le PLU. Voilà. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de couper l'arbre, la personne peut nous dire de quoi vous vous mêlez. Ce n'est pas vrai, j'ai le droit de le faire. Donc il faut se doter de l'outil juridique, et l'outil juridique, c'est le PLU. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Anzani. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez adresser à nos intervenants qui vont nous rejoindre ou aux citoyens qui nous écoutent? Planter des arbres. Voilà, planter des arbres. Et ne vous plaignez pas après s'il y a des feuilles qui tombent. Parce que j'ai quand même assisté aussi à parfois ce moment tout à fait intéressant, que des gens trouvent les arbres bien, mais ils regrettent les feuilles. Non, les feuilles, c'est la vie aussi. Voilà. Oui, ça a un sens en fait. Ces feuilles-là qui tombent, elles viennent protéger les sols. Alors effectivement, les sols goudronnés, on n'en a peut-être pas besoin, mais il y a un rôle de cette feuille qui tombe. C'est les cycles de la vie. Voilà. Et donc on a notre propre cycle, la nature a le sien, il faut le respecter. Merci beaucoup, Monsieur Anzani, Merci. président de Bordeaux Métropole. On va vous inviter à suivre l'ensemble de cette table ronde et je vais proposer à nos intervenants de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ce soir, nous avons donc une table ronde autour de l'arbre sauveur des villes. Je vais être entourée de 3 intervenants qui vont entrer et sortir successivement. Covid oblige, nous avons un nombre maximal de personnes en plateau, mais tout le monde est là autour de nous. Et ce soir, donc, j'accueille Annabelle Porté, qui est chercheure en écologie forestière à l'INRAE, l'Institut national pour la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci beaucoup, Annabelle Porté, de nous rejoindre. Bonsoir. Enchantée d'être là. Et à vos côtés, François Durchetti, qui est donc responsable de la mission Plantons 1 million d'arbres de Bordeaux Métropole. Sacrée mission, bienvenue. Merci. Et avec nous aussi, il nous rejoindra tout à l'heure Martial Vidal, conseiller technique au sein de l'association Arbres et Paysages de Gironde. Il est là pas très loin, il nous rejoindra tout à l'heure. Si vous avez des questions à adresser à nos intervenants, si vous avez envie qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à les poser via le chat, le live Facebook. Elles nous seront envoyées via cette petite tablette que vous voyez et on tâchera d'y répondre au maximum. Si on n'a pas pu y répondre pendant la soirée, on les adressera malgré tout à nos intervenants et intervenantes pour qu'on puisse répondre au maximum à vos questions. Sachant que le sujet ce soir, c'est les arbres en ville. On ne fera pas de politique générale, donc vraiment, restons sur ce sujet qui nous concentre ce soir. Je vais commencer par une première question. On parle de l'arbre comme sauveur des villes. Finalement, Annabelle, quel est le rôle de l'arbre dans la lutte et l'adaptation face au changement climatique ? Monsieur le Président, on a déjà un peu parlé en fait. Par rapport au changement climatique, l'arbre en général, il va avoir deux effets majeurs. La première, c'est qu'il va stocker, fixer du CO2, donc pouvoir éventuellement contribuer à diminuer ce moteur qu'est le CO2 dans le réchauffement climatique. Et par son fonctionnement hydrique, en fait, l'arbre transpire aussi, et l'arbre régule le système de l'eau, le cycle de l'eau, et notamment aussi, c'est ce qui permet de nous rafraîchir. Donc, voilà. Donc c'est valable pour tout arbre, en forêt, dans votre jardin, en ville, il n'y a pas de... La base fonctionnelle est la même, en fait. Et du coup, pourquoi c'est important d'avoir des arbres en ville, dans des milieux urbains ? Si on parle même indépendamment du changement climatique, le microclimat urbain est déjà plus chaud que le microclimat environnant. Donc vous êtes entre 1 et 4 degrés plus chaud en ville qu'aux alentours de la ville. Et donc déjà atténuer cet effet-là, c'est... quelque chose qu'on cherche, et donc l'arbre pouvant réaliser cet effet-là, il est intéressant d'avoir de l'arbre en ville, indépendamment du changement climatique. Ensuite, vu que ça va s'accroître, si on veut commencer à envisager de vivre dans ce système urbain et de maintenir une vie supportable, il faut chercher des méthodes d'adaptation. Et l'arbre est une des méthodes, pas la seule, mais une des méthodes qui permettra d'adapter la ville aux conditions à venir. Alors, vous parlez effectivement de ce potentiel de rafraîchissement des villes. On parle de lutte contre les îlots
de chaleur urbain. Alors, est-ce que peut-être François, vous pouvez, François Durchetti de Bordeaux Métropole, nous expliquer qu'est-ce que ce sont ces îlots de chaleur urbains et peut-être quel diagnostic vous avez pu effectuer au sein de la métropole sur ces fameux îlots de chaleur urbains? Alors, un îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène... Je vous invite à enlever le masque, je pense qu'on vous entendra mieux. C'est vrai qu'on doit jouer avec le protocole sanitaire. Alors, un îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène climatique qui est mesuré dans toutes les villes sur la planète. Les villes étant constituées de matériaux construits, minéraux, de manière assez dense. Les villes captent la lumière du soleil et ont du mal à rafraîchir, comme on peut le constater dans le territoire environnant, dans la campagne. Et donc, on peut constater des écarts de température entre le centre-ville et la proche campagne environnante de l'ordre de 1 à 4 degrés. Et alors, cet effet d'îlot de chaleur est particulièrement difficile à vivre pendant les périodes d'été et de fortes canicules. Et donc, on en est maintenant avec le réchauffement climatique qui est certain, qui est au moins prévu de plus de degrés, voire davantage si on n'arrive pas à gérer le problème correctement. On en est à se dire comment on va pouvoir gérer ces fortes canicules qui vont revenir tous les étés de plus en plus régulièrement. On avait, en 2003, il y avait une canicule vraiment formidable en France. On avait mesuré plus 8 degrés de température entre Paris-Centre et la campagne environnante, et donc une surmortalité qu'on connaît. Donc on est sur des enjeux à la fois de confort, mais aussi de santé publique. Donc ces phénomènes d'îlots de chaleur, on les a mesurés sur Bordeaux. On a des photos aériennes thermographiques qui permettent de mesurer les différences de température selon les différentes zones de la ville. Et on se rend compte que là où c'est le plus chaud, c'est dans les endroits les plus bâtis. Donc c'est le centre historique, mais c'est aussi les grandes zones commerciales, les grands parkings, parce que ce sont des secteurs qui sont très construits et qui sont en plus souvent construits en matériaux noirs. Et donc il y a 3 techniques pour essayer de rafraîchir ces zones de chaleur urbaine. La couleur des matériaux, donc c'est le phénomène qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire quand la couleur blanche, on le sait tous, emprisonne le moins de chaleur, d'énergie solaire. Donc on a intérêt quand il fait chaud à s'habiller en blanc plutôt qu'en noir, tout le monde le sait. C'est la même chose quand on met du bitume au sol, on emprisonne de la chaleur et cette chaleur va être restituée, y compris pendant la nuit. Donc ça c'est une technique, donc il va falloir qu'on pense à utiliser des couleurs de construction qui soient les plus claires possibles. Deuxième technique, c'est l'utilisation de l'eau. Davantage d'eau dans la ville. Alors on a la Garonne, mais remettre à jour les cours d'eau ou utiliser des fontaines. Bref, l'eau est un élément rafraîchissant, tout le monde le sait aussi. Et troisième outil, la végétation. Parce que comme vous le disiez, en fait, l'arbre est un phénomène de rafraîchi, puisqu'en fait, il puise l'eau par ses racines, remonte par la tige et ensuite évapore par les feuilles. Et ce phénomène d'évaporation a un phénomène de rafraîchissement. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, donc c'est un phénomène qui crée du rafraîchissement. Cela, évidemment, on rajoute à ça l'ombrage. On sait bien que marcher à l'ombre, c'est quand même plus agréable pendant l'été. Et en plus, c'est un troisième phénomène, c'est le fait que le rayonnement solaire ne venant pas taper sur le sol, puisque c'est l'arbre qui prend les rayonnements directement, ce sol n'est pas réchauffé et n'emmagasine pas l'énergie et la chaleur du rayonnement solaire. Donc, par tous ces phénomènes, l'arbre est un outil magique, enfin un outil naturel qu'on connaît depuis toujours, qui était même là avant l'espèce humaine, qui nous protège de trop fortes chaleurs. Et donc, je voulais dire, d'ailleurs, Elon Musk a lancé un grand concours pour trouver des machines à décarboner et à nous aider à vivre pendant le réchauffement climatique. Et donc, on a trouvé cette machine qui marche non seulement pour rafraîchir, et qui aussi est un puits de carbone.
Superbe machine et qui existe depuis bien longtemps. D'ailleurs, Annabelle Portet, vous êtes adaptée à la chaleur du plateau en vous habillant en blanc. On m'a dit qu'il allait faire chaud, alors j'ai cherché la tenue appropriée. Ah ben, je vois que vous êtes au taquet sur les îlots de chaleur urbains comme ici. Je voulais qu'on parle de la notion de service écosystémique. On parle de cette notion quand on parle d'arbres. Qu'est-ce que ça veut dire un service écosystémique? Alors l'arbre ou la forêt, puisqu'un écosystème, on va aller généralement au-delà d'un arbre, c'est des systèmes en fait que l'homme, donc quand on parle de service écosystémique, c'est généralement une interprétation ou une classification anthropique. Donc les forêts en général vont avoir 3 types de services écosystémiques: des services de régulation dont on a parlé par rapport à l'eau, au CO2, des services de provisionnement, donc ils vont fournir du bois, des fruits, de la nourriture, etc. Et puis des services de support, donc pour la biodiversité par exemple, l'habitat. Et j'oubliais quand même vis-à-vis surtout de l'homme en milieu urbain, des services récréatifs. Donc l'arbre, dans une structuration plus ou moins forte dans une ville, va fournir ces différents services-là. Peut fournir ces différents services-là. Et on parle d'ailleurs d'impact en cascade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, cette notion d'impact en cascade? Non, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire sur l'impact en cascade, mais c'est souvent, peut-être, j'imagine... Vous me l'aviez soufflé, pourtant. Moi le fait d'introduire un arbre, par exemple, va avoir une incidence sur la diversité, sur l'ombrage, et va permettre de créer un habitat, si on en met plusieurs, peut-être un peu plus naturel, donc qui va cascader sur le développement d'un service qui n'existait pas auparavant. Donc il peut y avoir celui-là. Je ne sais pas si c'était celui-ci que vous vouliez entendre. Après, on peut avoir des cascades négatives, hein, donc, parce qu'on en a des positives, on en a des négatives. Si on prend un autre exemple, l'arbre peut, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et en ville c'est aussi très important, dépollue. Les feuilles, lorsque la plante transpire, vont aussi capter au travers des stomates, ces ouvertures, différents polluants atmosphériques. Et donc même si on connaît encore peu de choses, on sait que les petites quantités qu'elles fixent peuvent avoir des conséquences déjà très fortes sur la santé humaine. Donc ça, c'est une cascade positive de l'arbre. La grande question qu'on peut se poser derrière, c'est s'il capte des polluants, dans quelle mesure elle risque un fruit urbain, par exemple, de se retrouver néfaste à la consommation, ou bien de se retrouver à tomber, à amener, concentrer des polluants à un endroit donné. C'est toutes les questions qu'on peut se poser, des services et des disservices, et peser on va dire peser les différents compromis. Et alors, on a une question sur Facebook. Est-ce que l'arbre lutte aussi contre les pollutions de l'air? Ah, ben on en parlait justement. Donc je ne suis pas une spécialiste des pollutions, mais oui, l'arbre va fixer les pollutions de l'air de façon passive. Hein, c'est pas quelque chose qu'il utilise, mais qu'il subit. Donc il va y avoir des espèces qui vont être plus à même de dépolluer, et d'autres qui seront moins à même de dépolluer l'air, et ensuite vont dépolluer différemment. Donc ça peut être des gaz, ça peut être des microparticules, et donc ça va être plus ou moins efficace en fonction de l'espèce, en fonction de son fonctionnement. Il faut qu'elle fonctionne. Donc en plein été, quand une espèce va être trop stressée, par exemple, elle ne pourra plus faire cet effet-là. Et c'est peut-être gênant parce que c'est là qu'on a souvent les pics de pollution atmosphérique. Est-ce que justement vous avez des exemples de fonctionnement d'arbres pour dépolluer, et des exemples aussi d'espèces qui fonctionnent, enfin, qui pourraient bien fonctionner? Alors, il y a un côté un peu très anthropocentré, d'ailleurs c'est le thème de l'exposition de la maison éco-citoyenne, l'humain, espèce invasive, mais effectivement, quels arbres et comment ça peut fonctionner? Alors là, j'aurais pas en tête, parce que je vous dis, c'est pas ma spécialité, la pollution, donc j'aurais pas en tête des exemples de différence entre espèces sur la pollution, mais si ça vous intéresse, on peut discuter par exemple de l'effet d'ombrage. Effectivement, le premier effet de rafraîchissant de l'arbre, il est physique. C'est le fait qu'il y ait un feuillage dense qui va intercepter la lumière, intercepter le rayonnement et empêcher le sol de stocker ces quantités de chaleur.
Et on sait qu'il y a des différences, on commence à savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, c'est très récent, hein, de 2019-2020, ce que j'ai pu lire, selon les espèces et selon les densités de feuillage, cet effet-là va être plus ou moins marqué. Donc un liquide en barre, par exemple, est moins efficace qu'un tilleul, si vous voulez un exemple typique. On a les deux espèces à Bordeaux, donc voilà. Est-ce qu'on a une idée, vous parliez tout à l'heure de la différence de température en plein centre-ville et en périphérie, donc qui peut aller jusqu'à de 1 à 4 degrés, voire plus sur des pics de canicule. Est-ce qu'on a une idée du potentiel de résorption climatique, de résorption de la chaleur d'une politique de plantation d'arbres en ville? Est-ce qu'on a une idée est-ce que ça peut faire réduire de X degrés Alors, oui et non, c'est assez compliqué. Donc, je ne sais pas si vous avez des exemples sur des villes, sur des actions réelles en ville. Moi, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est pareil. C'est vraiment une notion d'agencement entre l'arbre, le bâti, donc le climat. Donc on commence à avoir des idées dans différents pays. Donc j'en ai lu, je crois que c'était au Brésil, où ce qu'ils étudiaient, c'était la relation entre l'agencement des arbres en ligne, d'alignement de trottoirs, la hauteur des bâtiments. Et donc ils voyaient qu'en fonction du type d'espèce, de la hauteur de l'arbre, de la distance entre les arbres, on pouvait avoir un effet qui montait jusqu'au 3e étage d'immeuble, etc., ou des effets qui allaient se limiter au premier niveau, qui est le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc en fait, c'est encore des choses qu'on cherche à étudier et à étendre sur des cas d'études qui sont à chaque fois particuliers, comme le cas de la ville de Bordeaux ou le cas d'autres villes, pour pouvoir petit à petit déterminer quelles sont les meilleures stratégies en termes de plantation, d'espèces et d'organisation relative entre le bâti, les infrastructures et l'arbre. Vous vouliez réagir, François? Oui, en tout cas, ce qu'on peut trouver dans les différentes littératures ou les éléments qu'on peut récolter, c'est des températures de -1, -2 degrés autour des zones plantées en ville, à proximité, à une centaine de mètres des plantations. Effectivement, ça dépend de l'espèce, ça dépend de tout un ensemble de la configuration en fait, des lieux. Et on travaille désormais avec, quand on fait de la conception urbaine, on a maintenant des logiciels qui nous permettent de simuler, en fonction de l'aménagement qu'on imagine, donc l'aménagement d'une place par exemple, localisation de plantation ici ou là, autre aménagement, type de matériaux, etc. On peut simuler numériquement l'aménagement et tester son effet de refroidissement. Et on peut le comparer à un autre scénario qui serait différent, avec plus de plantes, moins de plantes, etc. Donc c'est des éléments qui sont maintenant petit à petit en train d'être pris en compte dans la conception de l'espace public. En réalité, je pense qu'on est en train de changer un peu notre façon d'aménager les villes et que la coexistence avec la nature est en train de venir ou de revenir. C'est-à-dire qu'on change un peu le rapport à la nature parce qu'il y a le réchauffement, parce que il faut et on sent qu'il y a un désir de nature tout autour de nous. Les gens ont envie de retrouver le contact avec la nature. Et ce que je voulais dire, c'est un des services, parce qu'on a parlé de services un petit peu en termes techniques. Mais l'arbre, on le sait tous, c'est aussi un être vivant auquel on est tous attachés, qui peut nous enchanter, qui est aussi un élément de poésie, qui rend heureux, qui est dans les parcs des jardins. Enfin, il y a aussi tout un aspect très humain et très poétique presque à ce rapport à l'arbre qu'on a tous. De chaque individu a une histoire avec un arbre en général. Et donc ça fait aussi partie de cette réintroduction de la nature, d'une vraie, de la vie, et pas d'un ornement. Et je pense que c'est une modification de nos façons d'aménager les villes qui est assez profonde, qui est en train d'arriver. Oui, c'est d'ailleurs ce qui ressort là dans les commentaires sur Facebook, c'est le bien-être moral lié aux arbres. On est dans une période un peu morose, donc effectivement, il y a aussi cet enjeu de réenchanter ce que vous disiez. Est-ce qu'on a des études là-dessus sur l'impact Alors, je vois Nabel qui baisse la tête. Je réfléchis. On a des études sur le lien entre effectivement la végétalisation et le bien-être moral. Non, c'est parce que j'essaie de me souvenir. J'ai lu une étude, je crois qu'elle était en Allemagne,
et qui étudie en fait le lien entre la prise d'antidépresseurs et la présence d'arbres dans le voisinage de la zone urbaine où habitaient les personnes. Et a priori, il y a une corrélation. Alors, on ne peut pas dire que les arbres vont guérir de la dépression, mais il y a sans doute d'autres covariables qui vont avec, c'est-à-dire que peut-être dans les zones où il y a le plus d'arbres, c'est aussi des zones plus riches, où les gens ont moins de problèmes de travail, je ne sais pas, enfin s'il y a d'autres corrélations. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un rapport entre le bien-être et l'arbre. Après, on peut aussi se poser des questions parce que finalement, dans la perception des gens, il peut aussi y avoir une crainte de certains systèmes, en tout cas arborés. Et donc, notamment en ville, se pose la question de zones qui sont un peu trop sauvages et où là, ils vont commencer à plutôt trouver ça comme un effet négatif parce qu'on a peur que ça crée des coins sombres, éventuellement pour d'insécurité ou des choses comme ça. Il y a aussi des perceptions négatives de certaines structurations d'arbres. Donc il y a tout un travail qu'on va faire avec un collègue en sociologie et géographie de l'INRAE sur ces perceptions. Et du coup sur les usages récréatifs ou bien-être qu'en ont les populations. C'est qu'il y a un vrai enjeu aussi d'éducation sur la peur de la nature. Beaucoup de gens en fait se sont habitués à un cadre urbain et finalement ont peur de la nature, de ces espèces. L'arbre, c'est aussi un moyen de réintroduire des espèces animales. Et c'est vrai que quand on parle insectes, chauves-souris, on n'est pas forcément tous et toutes à l'aise. Quel est le rôle justement sur la réintroduction de la biodiversité et comment on fait de la médiation là-dessus en zone urbaine peut-être? Qui se sent de répondre? Vous me regardez tous les deux. Je peux, mais l'arbre va effectivement permettre une réintroduction de la biodiversité. Après, ça va dépendre des taxons, des types par exemple des types d'animaux. Si on prend certains insectes, ça va dépendre de la continuité de ce couvert arboré. Les oiseaux, ça va dépendre de la quantité d'arbres réellement et des surfaces. Donc ça peut dépendre de la façon dont on va réintroduire l'arbre en ville ou dont on va l'augmenter, va modifier différents groupes de façon variable. Après, pour pouvoir arriver à faire une éducation, je peux vous parler d'un de mes collègues, Bastien Castagnerol, il est chercheur dans la même unité que moi, et en fait, lui, il travaille sur les insectes et les relations arbres-insectes-prédateurs, donc en l'occurrence les oiseaux, et il a tout un programme qu'il avait d'abord mené à l'international, mais qui va mener aussi maintenant sur Bordeaux, de sciences participatives avec des écoles. Et il utilise des formes des chenilles en pâte à modeler pour pouvoir éduquer les enfants à cette vision de la relation entre l'arbre et l'insecte. Et puis les oiseaux qui viennent piquer sur la chenille, qui d'habitude se nourrissent de chenilles, là vont laisser des traces. Et donc on va comme ça aussi quantifier la présence de ces oiseaux-là. Donc c'est une des méthodes. Alors, sur Facebook, on nous dit il y a aussi la peur des allergies. Qui dit arbre dit allergie. Est-ce qu'on est de plus en plus sensible? Effectivement, j'entends autour de moi des gens qui disent oh là là, cette année, je suis particulièrement allergique. Est-ce que c'est parce qu'on est de plus en plus aussi face à des hausses du taux de carbone, de hausse des émissions? Alors, si on est de plus en plus allergique, je n'ai pas du tout d'idée. On peut être allergique, oui. Après, je dirais que c'est... en fait, moi, la façon dont je l'aborde, c'est que quand on va... Peut-être que précédemment, quand on choisissait l'installation d'un arbre en ville, on pouvait raisonner sur un critère qui était la place qu'il prend ou le fait qu'il ne gêne pas le réseau hydrographique souterrain ou des choses comme ça. Et maintenant, peut-être l'introduction des critères écologiques et sanitaires, c'est raisonner sur une approche qui est tout de suite très multicritère. Donc nous, quand on regarde des arbres, c'est se poser la question de sa capacité à résister à du stress, sa capacité à faire de l'ombre, sa capacité à fournir ou pas un abri ou de la nourriture pour de la biodiversité, et dans ce que nous on appelle les disservices, le risque qu'il puisse être allergène.
Donc c'est un critère qui doit être intégré. Maintenant, est-ce qu'on en a plus? Honnêtement, moi je ne sais pas. Après, il y a un des facteurs d'allergie, c'est aussi la pollution atmosphérique en ville, hein, et qui est liée, enfin c'est pas le gaz carbonique, mais c'est les particules fines, toutes les particules liées au pot d'échappement ou à tous ces éléments-là qui sont plutôt générateurs de réactions et d'allergies. Et vous voulez compléter par rapport à la notion de biodiversité. On intègre bien sûr cet enjeu-là aussi dans le projet de planter 1 million d'arbres. Et on aura aussi comme objectif de créer des continuités de trames de biodiversité, puisque les animaux font leur chemin aussi en ville, et on aimerait qu'ils le fassent encore davantage. Et donc un petit peu comme le plan cyclable, où on va essayer de traiter les discontinuités des pistes cyclables dans la métropole. De la même manière, on va essayer de planter là où on a une discontinuité d'espaces verts, de manière à créer le chemin pour les espèces. Ce qu'on appelle les fameuses trames vertes. Exactement. Et justement, on parle, donc on est revenu un petit peu sur le sujet de l'urbain, la ville. On a une question d'Elisabeth qui dit « Pourquoi l'immobilier est plus cher là où il y a de la végétation ?» Et c'est vraiment une question qu'on avait envie d'aborder, c'est la question du foncier. Peut-être déjà on peut répondre à la question d'Elisabeth et je prolongerai la question ensuite. Alors pourquoi? Après c'est le marché qui décide, et je pense que les gens en fait votent en décidant d'acheter plus cher. Donc en fait ça traduit une préférence collective pour la proximité à la nature. Et alors j'ai lu moi dans une étude qu'on estimait qu'un logement pouvait avoir une plus-value en moyenne, alors c'était sur Lyon je pense l'étude, mais bon c'est à peu près comparable à Bordeaux, à plus de 10 000 € de plus-value pour un bien qui est à moins de 100 mètres d'un espace vert par rapport à un bien qui ne l'est pas. Donc il y a effectivement le marché immobilier qui le constate, mais c'est un marché libre, donc en fait ce sont les gens qui décident et qui sont prêts à payer davantage parce qu'ils veulent être près de la nature. Mais comment justement en tant que collectivité vous pouvez aussi prémunir cela, c'est-à-dire que les espaces les plus frais et les plus agréables ne soient pas réservés aux personnes qui en ont plus les moyens? Du coup, dans la politique d'aménagement, effectivement, l'idée c'est d'offrir des logements sociaux plus ou moins aidés, de manière à répartir de manière équitable effectivement ces logements sur tout le territoire, et à répartir aussi de manière équitable la nature. Je lisais que sous Napoléon III, lorsque Haussmann a refait les grands boulevards à Paris, il a quadrillé la ville de Paris avec des squares, des parcs et des boulevards plantés. Et ils l'ont fait en imaginant que chaque Parisien devait être assez proche d'un espace de nature. Et les grands boulevards étaient réalisés par un service qui s'appelait le service des promenades, et pas le service de la voirie, par exemple, parce que c'était vraiment conçu comme quelque chose pour comment dire, le confort et l'agrément des Parisiens, parce qu'en fait, on voulait offrir un contact avec la nature. Et je dirais, c'est pareil, mais la métropole doit avoir aussi comme objectif, quand on va rajouter de la nature, planter des arbres, que ce soit le plus équitable possible, de manière à ce que chacun puisse avoir un accès relativement facile et un contact avec la nature. L'équitabilité, en fait, elle est intéressante pour les habitants, et elle est aussi intéressante pour les services en soi. Donc, par exemple, ce qui commence... Alors, c'est essentiellement des modèles, effectivement, on a peu de recul sur les données réelles, mais dans certains modèles, on voit que si on arrive à dispatcher les arbres de façon plus homogène sur un territoire, on peut avoir un effet, notamment sur le rafraîchissement, qui est plus grand que si on concentre de façon hétérogène les arbres à un endroit ou à un autre. Sur l'instant, à l'endroit donné, non, parce que si vous avez une très grande surface en arbres, vous allez rafraîchir, mais par contre, dans le tissu urbain, il va être plus intéressant aussi de réfléchir à l'équitabilité. Et quand on regarde Bordeaux, on a effectivement pour l'instant alors Bordeaux, je ne parle pas encore non plus de la métropole, quartier par quartier, on peut avoir des facteurs 10 entre, si on compte par exemple le nombre d'arbres par habitant. On a une hétérogénéité on part d'un état qui est hétérogène. Donc j'imagine que
c'est une chose à réfléchir, qui est en réflexion. Justement, est-ce que vous vouliez préciser, je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait sur la métropole sur les îlots de chaleur urbains. Est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaitiez encore préciser sur ce diagnostic ? Pas vraiment, disons que c'est évident, mais on pourrait presque le deviner. Les zones les plus chaudes sont vraiment les zones les plus construites, la ville de Pierre, le centre-ville, les villes, plutôt le sud de l'agglomération, qui est vraiment pas très plantée, très construite, les grands parkings et les grandes zones commerciales, secteur de l'aéroport, toutes les grandes surfaces commerciales qui sont vraiment des grandes étendues bétonnées et très sombres. Là, on a vraiment les îlots de chaleur, alors que, à contrario, les zones de forêt, les zones de nature apparaissent beaucoup moins chaudes. En fait, les différences de température sont beaucoup moins nettes dans ces zones-là. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur cette question d'îlots de chaleur urbain, je vous propose de regarder une petite vidéo et on se retrouve juste après. Un des phénomènes qui touchera nombre de villes ces prochaines années concerne la hausse des températures moyennes et l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur. Ce phénomène peut avoir des conséquences en matière de qualité de l'air, de confort, mais aussi de surmortalité chez les populations les plus fragiles. La taille des agglomérations est également un facteur de risque. En effet, dans les villes, les effets directs seront d'autant plus forts qu'ils seront amplifiés par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Alors l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène climatique qui correspond à un écart de degrés de température entre le milieu urbain dense et sa périphérie proche. Donc c'est un phénomène qui est dynamique et il est plutôt ressenti la nuit puisque la ville a plus de mal à restituer la chaleur que la campagne pendant cette période. Alors, les raisons pour lesquelles on obtient un îlot de chaleur urbain en ville, c'est que la structure propre justement aux bâtiments et à l'aménagement des villes fait que la chaleur est stockée de manière plus importante. Par exemple, le fait qu'il y ait une densité importante de bâtiments représente une surface d'absorption plus importante qu'en milieu rural. De plus, les matériaux ont des propriétés qui font que le stockage est plus important. Par ailleurs, l'atmosphère urbaine est plus chargée en gaz à effet de serre, ce qui représente une barrière qui piège encore plus la chaleur. Et la combinaison de tous ces effets conduit à un écart de quelques degrés, on peut dire de 1 à 4 degrés, en conditions estivales, entre la ville et la campagne. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les îlots de chaleur urbains. Vous suivez toujours notre conférence L'Arbre Sauveur des Villes, organisée par Bordeaux Métropole et la Maison éco-citoyenne, bien entendu, dans le cadre des Jeudis de la Transition. Je vous rappelle qu'autour de cette table, de ces tables, puisqu'on est en mode Covid, il y a donc Annabelle Porté, chercheur en écologie forestière à l'INRAE, François Durchetti, responsable de mission Plantons 1 million d'arbres de Bordeaux Métropole, et Martial Vidal, qui nous a rejoint, qui est conseiller technique au sein de l'association Arbres et Paysages de Gironde. Peut-être que, Martial, on va te donner tout de suite la parole et tu pourrais nous raconter en quelques mots ce que fait cette association ? Pas de souci. Alors l'association Arbres et Paysages en Gironde, c'est une association qui œuvre à l'échelle du département pour la valorisation et la réimplantation de l'arbre champêtre. Alors on travaille essentiellement avec le monde agricole, on travaille essentiellement avec le monde rural, mais aujourd'hui on tend un petit peu à se tourner aussi vers le milieu urbain. C'est une association qui a été créée en 1994. Les premiers programmes de plantation datent de 1996. Ça fait 25 ans aujourd'hui qu'on plante des arbres partout en Gironde. Et donc cette année, on a passé la barre des 500 000 arbres. Ça représente à peu près 500 km à peu près à l'échelle de la Gironde. Et ces dernières années, on a initié un nouveau programme on a adhéré à la marque végétale locale, qui est une marque qui vise à avoir une traçabilité sur tous les végétaux qu'on peut planter, garantir une origine sauvage et authentique, on va dire, par rapport au territoire. Et donc maintenant, on récolte en plus de tout ça des graines pour garantir la pérennité quelque part de nos plantations, les rendre le plus adaptées possible au territoire. Alors justement, cette question du végétal local, je pense que c'est quelque chose qu'on va développer avec François. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus d'abord sur ce que c'est le végétal local, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors le végétal local, quand on parle de végétal local, on va parler de végétal local à l'échelle biogéographique
donc des choses qui sont originaires du territoire en elles-mêmes. Quand on parle d'essence locale, alors il y a deux termes qu'il faut retenir. Donc quand on dit local, c'est vraiment l'échelle biogéographique, donc des végétaux qui se développent naturellement. Et il y a un deuxième niveau qui est du végétal sauvage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner du végétal qui n'a pas subi de sélection ni de croisement de la part de l'homme, donc du végétal qui est authentique par rapport au territoire, qui présente vraiment dans son patrimoine génétique les caractéristiques du territoire et donc qui est spécifiquement adapté. Donc c'est un végétal qui est plus susceptible de suivre les changements notamment le changement climatique, puisque c'est le principal sujet d'aujourd'hui. C'est un végétal qui répond aussi c'est un végétal qui est fonctionnel puisqu'il répond aux besoins, on va dire, de la faune sauvage. Il faut savoir que le végétal et l'animal ont toujours coévolué depuis des millions d'années. Donc aujourd'hui, ce végétal, il est fonctionnel par rapport à la faune. Il répond à ses besoins, que ce soit en termes de nutrition, en termes de nidification, en termes d'abri. Il est là pour lui, on va dire, il lui apporte un peu tout ce qu'il a besoin. Et je voulais rajouter que le végétal local permet d'avoir une traçabilité, avoir une origine sûre du végétal, savoir d'où il vient. Et voilà. Merci beaucoup, Martial. Alors justement, on va reparler un peu de ce projet 1 million d'arbres. Finalement, vous en avez déjà planté 500 000, c'est que le double, facile. En 25 ans. En 25 ans, ok. Bon, 10 ans, c'est facile, on va y arriver. Quels sont les objectifs à attendre sur la métropole, justement, avec cette action? Et peut-être, j'ai aussi une question, combien il y a déjà d'arbres sur la métropole? Alors en fait, 1 million d'arbres, ça paraît un chiffre énorme, mais en réalité, c'est un objectif ambitieux, certes, mais c'est quelque chose qui est finalement ambitieux mais réaliste, puisque c'est plus 20% de patrimoine arboré par rapport à Bordeaux Métropole. Donc c'est une augmentation qui va bien se voir, mais qui reste quelque chose de tout à fait réaliste. Pourquoi 1 million d'ailleurs? Alors 1 million, d'abord parce que c'est bien de se fixer des objectifs clairs, ambitieux, atteignables, donc ça va nous permettre de mettre en place comme un défi, ça va mobiliser tout le monde, à la fois au sein de Bordeaux Métropole, dans les communes, mais surtout, on l'espère, comme le président l'a dit, tous les citoyens et toute la population intéressée. Donc ça va nous donner un objectif simple et collectif. 1 million, c'est un chiffre qui nous paraît réaliste, ambitieux mais réaliste. Il correspond à peu près à la taille de la population, c'est presque un arbre par habitant, un peu plus. Donc on trouvait que c'était un bon chiffre. Ouais. Alors comment, on a bien entendu M. Anjani tout à l'heure qui disait que c'est un programme qui va s'étaler sur 10 ans. Comment vous imaginez que ça va se passer? Est-ce qu'on va en planter chaque année le même nombre? Qui va les planter? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les différentes étapes que vous imaginez? Alors aujourd'hui, on est au début du plan, donc on est en train de l'élaborer. Notre objectif, c'est d'essayer d'arriver à ce score un peu avant ces 10 années, mais on va avancer pas à pas. Cette année, on est dans le début, donc on est en train de localiser les parcelles, le foncier qui nous paraît intéressant du point de vue de la biodiversité, intéressant du point de vue des îlots de chaleur, intéressant aussi par rapport à la trame et l'équité territoriale. Et donc on va planter principalement sur ces secteurs. Et parallèlement à ça, on va élaborer un plan plus général de stratégie sur les 10 années à venir. Ça, c'est l'opération, je dirais, sous maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire Bordeaux Métropole, où les communes vont intervenir pour planter sur du foncier qui est du foncier public, dans les rues, sur les places, sur les délaissés de voirie, dans les cours d'école, etc. Mais il y a aussi, et on compte beaucoup là-dessus, la mobilisation de toute la société civile. Donc les gens sont invités à participer dans ce grand objectif collectif, à planter chez eux ou à créer des collectifs pour planter sur des terrains qui peuvent être intéressants pour créer du collectif. On va aussi inviter les entreprises à nous rejoindre. Il y aura également un appel à mécénat, c'est-à-dire que ceux qui veulent participer mais qui n'ont pas forcément le terrain ou pas les moyens de le faire pourront aussi contribuer soit par un don financier, soit par un don en termes de compétences et pourront nous rejoindre pour ce grand projet. Et alors,
Quels arbres, alors on parlait tout à l'heure des espèces végétales locales, quels arbres vous pensez planter? Comment vous allez identifier les espèces et d'où vont-ils venir ces arbres? Parce qu'1 million, ça commence à faire. 1 million, ça commence à faire. Bon, d'abord, c'est 1 million sur 10 ans. Et on est tout à fait dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on a établi une palette végétale, une liste d'arbres qui sont végétaux locaux. Je ne sais pas si on dit ça au pluriel. On peut dire locaux. Donc voilà, on a établi cette palette et on va au maximum planter ce type d'arbres. On va aussi planter beaucoup de jeunes plants, des tout petits arbres qu'on va planter pour le futur. Pourquoi? Parce que je crois que d'un point de vue biologique, c'est mieux pour l'arbre quand il est planté plus jeune, puisqu'il va pouvoir s'adapter à son environnement et grandir de manière plus sereine et plus sûre. Et ensuite, ça va nous permettre d'en planter énormément. Et voilà. Alors on a une question d'Emeric qui s'interroge sur les coupes d'arbres sur le chantier de l'hôpital Bagatelle sur lequel on construit des immeubles. Et a priori, il y aurait des cèdres du Liban menacés. Est-ce que vous avez conscience et connaissance de ce sujet? Et est-ce qu'on peut répondre à Emeric sur effectivement ce projet-là actuellement? Alors, je ne connais pas en particulier ce projet. Ce que je peux répondre, c'est qu'on va, dans notre projet, non seulement avoir pour objectif de planter 1 million d'arbres, donc plus 1% de présence d'arbres, mais on va également renforcer la protection du patrimoine, puisque ça veut dire qu'on a 5 millions d'arbres, donc on a une richesse actuellement sur la métropole. On a des arbres qui sont plus anciens, qui sont bien installés, certains qui sont exceptionnels. Donc, comme le disait le président, en fait, on va aussi renforcer les mesures de protection dans le plan local d'urbanisme. On va aussi repérer les arbres remarquables pour les protéger encore davantage. Donc, on va renforcer également les mesures de protection du patrimoine. Oui, donc effectivement, là, sur des projets actuels, comme on est au tout début de cette politique, c'est peut-être vous n'avez pas encore pu agir, mais effectivement, c'est des choses qui, dans le temps long, vont pouvoir prendre place. J'espère qu'on a répondu à votre question, Emeric. Peut-être quels arbres, je peux te poser aussi la question, Martial, quels arbres on peut planter justement? C'est quoi les espèces qui poussent bien ici et qui seraient positives pour notre métropole? Alors, je vais surtout rejoindre ce que disait monsieur Durchetti juste avant. Donc, c'est surtout se baser le plus possible sur des choses locales. Vraiment, quelque part, à retrouver une certaine naturalité dans la ville, des essences qui, quelque part, sont déjà adaptées, qui font partie du paysage, quelque part. Donc, quelque part, on va retrouver une certaine naturalité dans la ville, refaire rentrer la nature en ville, quelque part. Tout à l'heure, vous parliez de la trame verte et bleue. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est la différence entre trame verte et trame bleue? Alors la trame verte, c'est tout ce qui va être plutôt végétalisé. La trame bleue, ça va être tout ce qui est aquatique. On a un super exemple, là, on a un fleuve qui passe en plein milieu de Bordeaux. Donc voilà, ça constitue la trame bleue. Alors, la trame bleue, c'est pas uniquement les fleuves, c'est aussi les fossés, c'est tous les petits réseaux hydriques, quelque part, qui participent aussi à la trame bleue. Pour revenir sur les arbres, donc du jeune plant, des essences locales, donc adaptées autant au climat qu'aux espèces qui pourraient revenir, donc rapporter quelque part la nature en ville, briser un petit peu ce côté, ce côté minéral, ce côté qu'à Bordeaux, en principe, Bordeaux est quand même une ville très minérale, rapporter un petit peu de verdure, rapporter un petit peu des choses différentes. Donc, planter des jeunes plants. Les jeunes plants se développent beaucoup plus facilement. Il faut savoir que le système foliaire et racinaire est à peu près équilibré quand on les plante, donc on a beaucoup moins de mortalité. C'est des plantes d'un point de vue biologique qui, de toute façon, rattraperont assez vite des arbres qu'on pourrait planter plus grands. Donc oui, quelque part, le jeune plant est le jeune plant local est quelque part la meilleure solution. Est-ce que vous avez des exemples d'espèces végétales locales? Alors oui, il y en a beaucoup des espèces. Alors si on voulait vraiment miser sur le long terme, miser sur des essences qui pourraient avoir le plus de résilience possible au changement climatique, il faudrait vraiment partir sur des essences qui auraient plutôt une répartition qui pourrait être un peu plus méditerranéenne. Je pense notamment sur les secteurs les plus secs de la Gironde. Je pense pour les secteurs les plus emblématiques sur la côte, sur les coteaux de Saint-Émilion, on va retrouver des arbres, en fait, le chêne vert par exemple. Le chêne vert qui est un arbre, ça reste un chêne, ça reste un bel arbre, mais c'est un arbre qui est très adapté aux sécheresses, qui ne souffre pas trop de stress hydrique, donc qui est quelque part assez résilient au sec, ça lui pose pas trop de soucis. On peut quasiment tout imaginer en termes d'essence locale. Après,
Ça va être un choix qui va surtout se faire aiguiller par rapport aux contraintes du terrain, par rapport à ce qu'on prévoit, voilà, par rapport au long terme, par rapport au réchauffement climatique, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui se réfléchit sur le long terme. Oui, parce que ce que tu disais un peu en filigrane, c'est que à la fois on a envie de miser sur des espèces qui poussent déjà ici, sauf que on sait que notre climat il va évoluer de manière très rapide. Est-ce que finalement nos espèces actuelles vont survivre, celles qui sont déjà là, les fameux arbres déjà présents, est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à la sécheresse, à tout ce qu'on va vivre? C'est pour ça que justement, le fait de favoriser le patrimoine local, comme ils sont déjà présents, ils ont déjà dans leur gène la possibilité quelque part de faire d'avoir une résilience face au changement climatique. Alors, il y a certaines essences bien sûr qui s'éclipseront parce qu'elles seront plus adaptées. D'autres prospéreront, prendront plus d'espace dans le milieu naturel. Et donc c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui restera. On sait pas. C'est un pari sur l'avenir quelque part. On parie vraiment sur l'avenir. Est-ce que vous vouliez prendre la parole sur ce sujet, François ? Oui, rajouter une chose, c'est que par rapport à la palette végétale qu'on va planter, l'idée c'est aussi de varier les espèces, parce que c'est très important aussi en termes de biodiversité, d'équilibre naturel, de changer un petit peu de culture où on avait des alignements d'arbres du même type, c'est des pratiques qui se faisaient très régulièrement. On va être plutôt sur des plantations avec des mélanges d'espèces, ce qui permet aussi une meilleure résistance en cas d'attaque de maladies, par exemple. On aura des écosystèmes plus complets, donc plus intéressants pour la nature et plus résistants en cas de problème. Et par rapport au changement climatique, oui, c'est une grande question. Est-ce que les espèces comment elles vont s'adapter? Est-ce qu'elles vont résister? Je pense que c'est un sujet de recherche. Je pense qu'on est en train de vivre une expérience scientifique en grandeur nature. On posera la question à Annabelle tout à l'heure. Je pense qu'elle a un avis sur la question. Je m'interrogeais aussi sur la compatibilité entre les réseaux racinaires et les réseaux humains d'eau, etc. Comment on peut faire coexister ces réseaux-là? J'imagine que c'est un sacré défi. C'est un des sujets de l'arbre en ville, c'est-à-dire que effectivement, pour que l'arbre se développe bien, il faut qu'il puisse se développer dans le sol, qu'il soit à l'aise. Et c'est sûr que l'arbre en ville, c'est un arbre qui n'est pas dans son milieu tout à fait naturel. Le milieu naturel de l'arbre, c'est plutôt la forêt. En ville, il va se retrouver contraint par plein de contraintes. Et effectivement, les réseaux absolument nécessaires pour desservir tout le monde, encombrent la voirie. Et donc, on essaie de trouver des moyens de cohabiter. Donc, pour certaines plantations, ça signifie qu'il faut déplacer les réseaux pour laisser le système racinaire s'installer. Dans d'autres cas, si l'affaire est trop complexe, il est arrivé que finalement, on abandonne l'idée de planter. Mais je pense que vu nos objectifs de plantation, on va se retrouver dans une situation où il va falloir effectivement négocier de plus en plus âprement avec les réseaux et les dévoyer plus systématiquement, puisqu'effectivement en milieu hyper urbain, le sol est truffé de canalisation, c'est sûr. C'est d'ailleurs ce qu'on disait en préparant, Martial, effectivement, notamment quand il y a des travaux. Souvent, les arbres sont les premières victimes des travaux en zone urbaine, donc c'est aussi peut-être anticiper aussi lorsqu'il y a des travaux de réfection, de la voirie, etc., de ne pas... Alors ça fait partie des objectifs du projet et on va renforcer également un autre règlement. On a parlé du plan local d'urbanisme. Il y a un autre règlement qui s'appelle le règlement de voirie de Bordeaux Métropole, qui est là pour définir un petit peu les conditions de travaux, notamment des travaux de concessionnaires de réseaux. Et dans le nouveau règlement qui devrait passer avant la fin de l'année, on a très largement renforcé les contraintes et surtout la défense des arbres existants. Donc ça va être des éléments de plus en plus importants à prendre en charge pour ces travaux. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est sur ces choix d'arbres qu'on va planter. Quelle est la part que vous allez donner aux comestibles? Parce qu'on parle de plus en plus de résilience alimentaire des territoires. On sait que sur une métropole comme Bordeaux, on ne sera jamais totalement autonome au niveau alimentaire. Mais est-ce que vous avez prévu d'accorder une certaine part aux comestibles dans les plantations d'arbres? Tout à fait, oui. On a aussi prévu de planter des arbres fruitiers, voire de laisser
la place à des projets collectifs de vergers, pourquoi pas. Qu'effectivement, la trame alimentaire locale fait partie aussi des éléments qui seront inclus dans nos plantations. Est-ce que vous y allouez comme un pourcentage ou est-ce que vous vous êtes donné des objectifs là-dessus? Non, c'est pas, à ce stade, on n'en est pas encore là, c'est pas aussi précis, mais c'est tout à fait dans les objectifs. Oui. Et du coup, j'aimerais faire le lien avec ce que vous faites avec Arbres et Paysages, c'est aussi introduire de l'arbre dans les zones agricoles. Est-ce que vous avez des projets sur la métropole de zones agricoles dans lesquelles vous faites aussi l'introduction d'arbres, d'autres arbres? Alors actuellement non, alors on en a déjà fait, notamment on travaille autour du PEANP des Jalles, donc qui est une grande zone maraîchère, sur lequel voilà, on essaye toujours de voir les possibilités, on essaye de voir ce qui peut être fait, ce genre de choses. On a travaillé avec quelques maraîchers effectivement dans la métropole, notamment en Wayan. Après sur la métropole, globalement, ça reste plutôt calme. Et du coup, qui peut faire appel à Arbres et Paysages? Absolument tout le monde, alors qu'on soit agriculteur, qu'on soit particulier, qu'on soit collectivité. Le but de l'association, voilà, c'est de pouvoir répondre à absolument tout le monde, pouvoir répondre au mieux à toutes les demandes. Quel type de demande on peut vous adresser? Déjà, plaçons-nous dans la peau d'un citoyen. Effectivement, j'ai un jardin. J'entends cette proposition de planter 1 million d'arbres et je me dis, ok, moi je veux participer, je veux planter des arbres. Est-ce que je peux faire appel à Arbres et Paysages et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, le mieux, c'est toujours d'étudier le projet, c'est voir qu'est-ce qu'on en espace, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos objectifs. Le but, c'est de pouvoir planter aussi en fonction. On parlait par exemple de réintroduire le végétal, le fruitier, voilà, le comestible dans le tissu urbain. Voilà, on peut dire voilà, chacun dans son jardin, on peut déjà avoir son petit arbre fruitier, peut avoir voilà, même des petits fruits, un arbre fruitier, un pommier, c'est quelque chose quelque part presque anodin. Il y a un petit peu, ça reste à la portée de tout le monde quelque part. Mais du coup, Arbres et Paysages va apporter un appui technique, va pouvoir me donner des plans, enfin comment? Tout à fait, alors on fait l'appui technique, on apporte les plans s'il faut, on peut les planter même s'il faut. Gratuitement? Alors non. Ce serait quand même trop beau. Ça serait trop beau, mais non, les arbres, il faut savoir que ça a un coût. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on favorise aussi le peu jeune plan qui coûte quelque part moins cher. Mais aujourd'hui, oui, ça reste quelque chose d'assez coûteux pour tout le monde, le végétal. Donc, du coup, je peux faire appel à Arbres et Paysages pour m'aider à designer comment je vais planter des arbres, quels arbres, me procurer des plans, c'est ça, en tant que citoyen. Et ça va être la même chose pour une entreprise qui aurait des espaces verts ou une collectivité. Voilà, végétaliser un parking, végétaliser un petit espace commun en extérieur, apporter un petit peu de vie. Tout le monde, oui, quelque part, ce qu'on vous disiez tout à l'heure, voilà, chacun aujourd'hui peut mettre la main à la pâte, ne serait-ce parce qu'on a un petit espace vert, quelque part, tout peut être mis en valeur quelque part aujourd'hui. Vous parliez des plants. Ouais. D'où viennent vos plants et comment est-ce que vous avez une pépinière justement pour ces plants de végétaux locaux? Alors, il faut savoir que les graines sont récoltées localement. Après, nous, on n'a pas le savoir-faire. Pour faire, avoir des graines, c'est bien, mais voilà, savoir faire une levée de dormance, une stratification, c'est tout un métier. On travaille avec des pépiniéristes locaux qui, eux, ont justement cette compétence et qui nous font tout ce travail. Donc voilà, nous on leur donne des graines, ils nous rendent les plants, on leur achète les plants et ils peuvent être dispatchés. Et l'intérêt du végétal local, c'est que voilà, les graines sont récoltées localement, elles sont mises en production, produites localement et elles sont replantées localement. Donc on va vraiment travailler sur un circuit court et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est intéressant avec le végétal local, c'est le circuit court aussi, c'est travailler, éviter les intermédiaires et vraiment travailler à échelle locale. Est-ce qu'on arrive à produire assez de plants sur le territoire par rapport aux besoins, à la demande et aux besoins qu'on en a? Alors, il y a une demande, il y a des besoins. Seulement aujourd'hui, le végétal local, c'est encore une filière quelque part un peu émergente. C'est quelque chose d'assez nouveau, ça fait même 5 ans, même pas, que la marque existe. Aujourd'hui, il y a une demande, on manque quand même de récolteurs, on manque de plants. Il faut savoir qu'avant chaque plant, il y a une graine, il y a une petite graine. Aujourd'hui, on manque de plants. Il faut savoir que nous, sur une année, on arrive à produire entre 50 et 60 000 plants grand maximum. Donc, c'est le réseau, on va dire, se développe, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à construire.
Donc, on peut dire aux gens qui sont dans des métiers qui ne leur vont plus et qui sont en pleine crise existentielle de Covid, qui peuvent se changer de métier et planter des plants de végétation, de végétaux locaux. C'est tout à fait possible, c'est une possibilité de reconversion. Ne serait-ce que récolter des graines, ça reste une possibilité de devenir pépiniériste, voilà, et planter soi-même ses arbres, oui, c'est quelque chose d'envisageable. Est-ce qu'on a des espaces justement sur la métropole qui pourraient permettre d'installer ce type d'activité? Est-ce que est-ce que ça fait partie du plan 1 million d'arbres de créer des nouvelles filières de plants, justement? C'est une question sur laquelle on va se pencher, effectivement. Parce qu'en fait, il y a toute une filière économique, il y a des métiers autour de l'arbre à Bordeaux en particulier, mais qui est très riche, avec plein de compétences et des besoins. Donc effectivement, on va se pencher sur la question. Il y a toute une filière aussi d'enseignement. On a voilà, beaucoup de compétences et on a aussi des sylviculteurs. Alors ça, c'est l'arbre vu d'une autre façon, pas l'arbre en ville. Donc effectivement, alors aujourd'hui, ça reste à développer, mais c'est bien dans notre leader. Ouais. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo sur cette action Plantons 1 million d'arbres et on se retrouve dans une petite minute. Les premiers d'une longue série. Ces arbres transformeront peut-être Bordeaux demain. Ils incarnent la végétalisation de la ville à grande échelle, souhaitée par la métropole pour au moins les 6 prochaines années. Sur 1 hectare, le long d'une grande voie routière, eh bien, nous plantons 29 000 arbres aujourd'hui. Pour moi, l'arbre, c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui de ce qu'on veut faire en matière de transition écologique. Il y a d'autres façons, bien entendu, mais c'est sans doute une des façons les plus efficaces. Dans toutes les communes, on voit bien qu'il y a des délaissés de voirie, qu'il y a des endroits qui aujourd'hui sont dominés par l'asphalte et le bitume, et demain, ils peuvent être dominés par les arbres. Il ne faut pas uniquement que ce soit sur le domaine public, il faut aussi que ce soit sur le domaine privé. On a besoin des entreprises, on a besoin des habitants, on a besoin des associations pour réussir, et évidemment, on a besoin des 28 communes de la métropole. L'agglomération ne possède que 5% du territoire foncier, le reste appartenant aux propriétaires privés. Il lui faut donc collaborer avec ses habitants pour rendre la métropole plus verte. Conférence organisée par la Maison éco-citoyenne de Bordeaux Métropole au sujet de l'arbre sauveur des villes. Je vous rappelle qui est avec moi sur cette table ronde. Donc Annabelle Portet qui nous a rejoint, qui est revenue. Bienvenue à nouveau, on a plein de questions à vous poser. On vous jetait des petits clins d'œil pendant la précédente séquence. On remercie Martial Vidal qui est pas très loin, qui continue à écouter les échanges et qui est conseiller technique au sein de l'association Arbres et Paysages de Gironde. Et François Durchetti, toujours là, qui est responsable de la mission Plantons 1 million d'arbres de Bordeaux Métropole et qui suit, je pense, les échanges avec grand intérêt. On avait une question qu'on a posée tout à l'heure à Martial Vidal sur justement quelles plantes, quels arbres planter et leur service quel service écosystémique qu'ils rendent. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette histoire de végétal local. Alors, je suis d'accord, mais pas que. La question du végétal local, Martial le disait, est intéressante parce que l'arbre est adapté, effectivement, depuis le temps qu'il est présent, enfin que l'espèce ou les populations sont présentes sur ce territoire, est adapté aux conditions locales, de sol, de climat qui l'entourent. La difficulté dans laquelle on est maintenant, c'est qu'en fait, le sol ne va pas particulièrement changer, mais le climat change. Et le climat change, maintenant, le recul qu'on a au niveau scientifique, c'est que le climat change beaucoup trop vite pour une notion, pour permettre l'adaptation des arbres qui ont une vitesse qui va être plus lente que la vitesse de changement du climat. Donc, on va avoir des extinctions locales, des disparitions locales, des mortalités, ce qui ne veut pas dire que l'espèce va forcément disparaître intégralement, elle restera peut-être dans d'autres régions de France ou d'Europe. On va avoir des espèces qui effectivement s'installent, comme le chêne liège, dont on parlait tout à l'heure, qui est une espèce méditerranéenne, donc à l'origine pas tout à fait locale. La difficulté est que la migration des espèces n'arrivera pas à suivre le rythme de changement du climat. Donc, ce qu'on pense en ce moment, c'est qu'il faut effectivement continuer à planter du local, planter des espèces natives, mais qui sont
de régions peut-être plus méditerranéennes, donc pas locales, et éventuellement, dans certains cas, s'il y a besoin, des espèces exotiques, en se posant la question des risques, et pas planter n'importe quoi, n'importe comment, mais pourquoi pas aller jusqu'à de l'exotique. C'est quoi les risques justement de planter des arbres qui viennent du bout du monde? Martial en parlait un peu, c'est que, et on revient à la notion d'écosystème, il se crée des équilibres et des interactions en fait entre les différents organismes vivants, et donc certains animaux vont nicher ou vont se nourrir uniquement de certains arbres. Si cet arbre disparaît ou est remplacé, on va modifier toutes ces interactions. Donc, certains vont dire qu'il ne faut pas modifier les espèces parce qu'on va modifier les interactions, mais les interactions elles se modifient déjà. Parce que contrairement aux arbres, les insectes, les animaux, les oiseaux, eux sont capables de migrer. Donc eux, ils ont déjà partiellement migré. Donc on a des nouvelles, une biodiversité, on va dire, nouvelle aussi, et une part de notre biodiversité qui ne revient plus chez nous. Donc ces modifications, elles existent déjà. Donc ma position et celle de différents autres chercheurs, c'est qu'il faut, comme disait François tout à l'heure, jouer sur la diversité, et donc sur la diversité des espèces, y compris de leur origine, et sur la diversité même peut-être au niveau intraspécifique des populations. Et que c'est en jouant sur cette diversité qu'on va augmenter les capacités de résistance et de résilience. Donc pas forcément que du local. Ce sera ma position. D'ailleurs, je pense que c'est le moment, je brûle de vous poser cette question. Alors je le sais, mais je pense que les internautes se posent la question, c'est quoi exactement votre projet de recherche en quelques mots? Alors je vais vous parler de celui qui est lié au milieu urbain, parce que j'en ai plusieurs, mais en ce moment, on a donc commencé à travailler sur la forêt urbaine. Je ne suis pas toute seule, hein, donc on est plusieurs chercheurs sur Bordeaux, essentiellement originaires de la discipline écologie forestière. Et donc on cherche à comprendre en fait la vulnérabilité de la forêt urbaine, parce qu'elle-même va souffrir de ce changement climatique. Donc quelles sont les espèces qui vont réussir à tenir? Quelles sont les espèces qui ne vont pas tenir face aux modifications du climat qui sont en plus accentuées par le contexte urbain? Quelles conséquences ça a sur la diversité associée et quelles conséquences cela peut avoir sur les services que l'on cherche à obtenir de cette forêt urbaine. Donc je travaille aussi avec un ingénieur qui travaille en analyse thermique, donc pour voir effectivement l'effet cooling, d'autres qui vont travailler sur la diversité, insectes, plantes, des chercheurs qui vont travailler, j'en parlais déjà un peu, sur la perception, puisqu'il faut inclure l'humain dans cette notion de comment il perçoit et il a intérêt ou pas. Si on veut pouvoir inclure les gens dans des projets de plantation et de soins des arbres, il faut aussi les inclure dans la compréhension de comment ils interagissent avec ces arbres-là. Donc nous, on travaille sur tout ça. Et donc moi, plus particulièrement cette année, j'ai même 4 étudiants là qui sont un peu au taquet. Bon, ils ont été un peu freinés par le mois d'avril, mais là on repart donc sur la métropole de Bordeaux. J'ai mis en place un échantillonnage de zones boisées, donc avec des zones boisées de différentes dimensions, donc certaines qui vont faire quelques centaines de mètres carrés, d'autres qui vont aller jusqu'à 20 ou 30 hectares. Et dans ce gradient de zones boisées, on regarde en fait les capacités de régénération du bois. Puisque vous avez un couvert arboré, en foresterie classique, le sylviculteur va accompagner cette dynamique naturelle. En ville, le gestionnaire urbain a une très très bonne action sur l'arbre qu'il plante en alignement, en parc, en place, et puis sur les bois, c'est peut-être un peu entre les deux, entre une forêt, entre une plantation urbaine, et donc la question qui se pose dans la ville sur les bois urbains, c'est est-ce que les bois urbains sont capables d'une dynamique naturelle et donc capables de se régénérer, et s'ils se régénèrent, ils se régénèrent avec quoi? Et est-ce qu'il y a des limites en termes de dimension, en termes d'isolement dans un tissu urbain par exemple? C'est ça que l'on cherche à comprendre cette année. Et en parallèle, on commence à étudier la vulnérabilité des différentes espèces plantées à Bordeaux pour voir s'il y a une forêt plutôt vulnérable ou plutôt qu'on imagine résiliente au changement à venir.
Alors on a plein de questions là qui arrivent sur Facebook, on vous remercie. Une question d'Isabelle, alors on va essayer de les traiter de manière assez rapide parce que je vois que le temps avance et qu'on a encore des petites choses à dire. Question d'Isabelle, il y a de nombreux arbres qui meurent sur l'espace public, pourquoi? Alors j'imagine que c'est multifactoriel. C'est difficile à dire sans les avoir vus. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement pourquoi. Une chose que j'ai pu observer l'année dernière, bon, il ne mourrait pas forcément, mais il y a une espèce qui est pas mal plantée autour des bâtiments de l'université, donc je la vois assez souvent en été, c'est le tulipier. Le tulipier, manifestement, lui, bon, il n'est pas encore en train de mourir, mais tous les étés, il se part de ses plus belles couleurs d'automne. Sauf que passer à l'automne au mois de juillet, c'est un signe de stress. Donc il commence à être dans des situations de stress thermique et hydrique tellement fort qu'il passe à l'automne au mois de juillet. Et ça, sur son avenir dans la zone urbaine, c'est plutôt un indicateur qu'il risque de dépérir. Donc sur les arbres dont elle parle, je ne sais pas, il faudrait regarder éventuellement au cas par cas, c'est ce qu'on commence à faire, mais la liste est longue. À Bordeaux, il y a une grande diversité d'arbres. Vous vouliez répondre à cette question? Juste, je peux donner une indication. On est à plus de 10% d'échecs lorsqu'on fait des plantations actuellement sur l'espace urbain. C'est pas gagné, c'est-à-dire que la ville n'est pas forcément le meilleur endroit, le plus propice pour que l'arbre se développe naturellement. Donc il y a plein d'éléments un peu stressants, la qualité du sol, la compression du sol, son compactage. Le sol est extrêmement compacté en ville. Il faut bien s'en occuper, il faut bien l'arroser, donc c'est effectivement un travail assez exigeant que de s'occuper des arbres urbains, et on est aujourd'hui à plus de 10% d'échecs sur nos plantations, donc c'est effectivement assez important. Alors on a une autre question, les espèces exotiques ne vont pas accaparer les ressources nutritives et en eau des espèces locales? Alors ça c'est peut-être pour vous, Annabelle? Alors, pas forcément. En fait, on peut avoir des idées très tranchées. Certains vont dire l'exotique c'est mieux parce que c'est plus résistant. J'ai déjà entendu ça. D'autres vont dire l'exotique c'est moins bien parce que ça prend la place des natifs. Et en fait, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des exotiques qui vont être très frugales, des exotiques qui vont être plus exigeantes, donc qui vont prendre les ressources. Vous en allez avoir des plus résistantes, des moins résistantes. Et respectivement sur les espèces natives. Donc c'est pas tellement ça le critère qui va nous poser des questions sur l'exotique ou pas l'exotique, c'est aussi la notion de risque dans cette fraction d'exotique, enfin dans ces espèces exotiques, on a aussi le risque de pouvoir amener des espèces qui non seulement vont être exotiques, mais vont être exotiques envahissantes. Et là, on est confronté à un autre problème écologique. C'est-à-dire qu'on est confronté au problème des invasions biologiques. Les invasions biologiques font partie des changements globaux et ont des incidences souvent négatives, des impacts négatifs sur la biodiversité locale. Mais c'est uniquement une fraction de ces exotiques-là. Donc, quand on pense à utiliser, que ce soit des natives mais non locales, dont on parlait tout à l'heure, imaginons qu'on utilise certaines espèces venant d'Espagne, ou des exotiques qui vont venir d'encore plus loin. Je pense que dans les deux cas, il faut arriver à intégrer une notion d'analyse de risque sur les risques invasifs, que l'arbre lui-même devienne, le risque qu'il devienne une peste, ou qu'il apporte une peste, puisque certains arbres vont aussi favoriser le développement de certains parasites qui ensuite pourraient passer sur d'autres espèces. Donc c'est assez complexe, mais on recrée un écosystème en faisant ça. Et en ville, on intègre beaucoup plus d'espèces en termes de diversité, je le disais tout à l'heure, que ce qu'on a dans les forêts aux alentours. Et donc, on a un système peut-être encore plus complexe que ce qu'on avait dans la forêt. Mais les forestiers maintenant sont confrontés au même problème parce que l'idée de changer les espèces ou de changer les provenances et d'évaluer ce qui va y avoir comme conséquences secondaires sur la biodiversité, sur les services, c'est aussi quelque chose auquel sont confrontés les gestionnaires forestiers. En fait, tout système boisé est actuellement dans cette situation-là. La ville est peut-être
sous une pression supplémentaire, parce que les arbres en ville, mais on en parlait tout à l'heure, sont dans un environnement plus stressant. Thermiquement, artificialisé aussi donc, sur la ressource du sol. Et donc la ville est peut-être un précurseur encore plus de la vision de ce que sera l'impact des changements climatiques sur les arbres, y compris pour les forestiers. Alors j'ai une question à vous deux. Question un peu dure peut-être. Est-ce qu'1 million d'arbres, ça va suffire pour endiguer les effets du réchauffement climatique à Bordeaux? On sait qu'on va avoir un climat de Séville, ce que disait M. Anzani tout à l'heure, d'ici 2050. Est-ce qu'1 million d'arbres, ça suffit? Alors, il y a deux choses en fait. Il y a, sur le réchauffement climatique, il y a notre capacité à limiter notre production de gaz à effet de serre. Donc ça, l'arbre y répond en partie, puisque l'arbre est un puits de carbone. L'arbre est constitué pour moitié d'atomes de carbone. Donc en fait, par photosynthèse, l'arbre absorbe le gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère et il crée la matière, le bois, qui est constitué pour moitié d'atomes de carbone. Donc c'est très intéressant. Mais après, c'est à la mesure de la taille de l'arbre. Et il faut savoir qu'un Français moyen produit tous les ans 9 tonnes de CO2 en moyenne. Donc il faut planter beaucoup d'arbres, et beaucoup plus qu'1 million d'arbres si on veut avoir un bilan carbone nul pour les plus de 750 000 habitants de Bordeaux Métropole. Mais c'est une contribution qui n'est pas du tout négligeable, et de toute façon, c'est par une comptabilité, une addition de contributions qu'on va limiter notre production de gaz à effet de serre. Par contre, ce qu'on a dit au début du débat, c'est la contribution de l'arbre en ville, c'est en quoi il va nous aider à nous adapter au changement climatique. Il va nous permettre de subir cette augmentation de température, de plus la subir, de s'adapter un peu mieux et de la supporter. Donc il sera extrêmement important dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, et il sera un élément parmi d'autres par rapport à la limitation de la production de gaz à effet de serre. C'est deux processus que nous on distingue en disant adaptation et atténuation. Donc l'arbre, il peut faire les deux. Il va atténuer les effets, le changement climatique, et il va permettre d'adapter la vie, le milieu au changement climatique. L'arbre en ville, il sera plus efficace, a priori, dans une notion d'adaptation de notre société aux conditions de vie. L'effet atténuation, donc fixation massive de CO2 et stockage, est déjà réalisé en partie par les forêts. Les forêts, c'est le deuxième puits de carbone sur notre planète, après les océans, mais notamment aussi parce que l'arbre fixe le CO2 par photosynthèse, le stocke dans son tronc notamment, mais permet aussi le stockage dans le sol. Et le stockage dans le sol, c'est quelque chose qu'on aura plus dans un milieu forestier que dans une zone urbaine. Donc le côté atténuation sera peut-être plus fort sur de la forêt que sur de la ville. Mais bien sûr que, moi je dirais que ça ne suffira pas, mais c'est un élément qu'il faut mettre, mais qu'il faut envisager peut-être, comme on en parlait, avec les eaux courantes dans les villes. Si vous allez visiter l'Alhambra à Grenade, le système d'eau courante rafraîchit énormément l'atmosphère. Donc c'est une association de choses qui permettra d'adapter nos villes aux conditions à venir. Oui, vous parliez aussi d'associer les modes de revégétalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait en complémentarité sur la partie végétale? Alors, j'y ai pas trop réfléchi parce qu'effectivement, je travaille beaucoup sur les arbres et moins sur on va dire, d'autres modes de végétalisation. Par contre, je pense qu'il y a des choses intéressantes, peut-être que vous l'avez déjà prévu. Comme l'effet, un des premiers effets, c'est l'effet d'ombrage qui empêche la chauffe au sol, en fait. On peut imaginer sur certaines rues où peut-être on ne pourra pas planter d'arbres parce qu'elles sont étroites, au contraire d'arriver à construire des lianes, des toits végétaux qui vont limiter la chauffe, plus que peut-être réellement refroidir, mais en tout cas limiter cet effet de chauffe. Est-ce qu'effectivement vous avez prévu d'associer à cette action de plantation d'arbres d'autres méthodes de végétalisation urbaine?
Alors aujourd'hui, moi je réfléchis surtout sur ma plantation d'1 million d'arbres et c'est déjà pas mal, déjà il me semble. Mais effectivement, il y a d'autres solutions quand on n'a pas la place de mettre un arbre, effectivement des mâts par exemple qu'on peut implanter dans des rues et sur lesquels ensuite qui peuvent permettre et qui sont des supports à la pousse des lianes. Il y a aussi des murs sur lesquels on peut faire pousser des lianes. Alors je pense que c'est sûrement des systèmes plus naturels que les murs végétalisés un peu artificiels qui, en termes de coûts de fonctionnement, sont pas forcément très intéressants. Mais il y a des tas de systèmes plus naturels avec présence de végétal et de feuilles. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la surface de feuilles, puisque c'est à travers cette surface de feuilles qu'on a ce phénomène d'évapotranspiration. Donc il y a l'ombrage, mais il y a aussi ce phénomène d'évapotranspiration qui est important. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Enfin, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression ici. C'est risqué avec le réchauffement climatique, c'est risqué. Mais ouais, il y a plusieurs techniques. Dans le végétal, effectivement, il y a les arbres, mais il y a les arbustes, il y a tous les végétaux qui doivent être utilisés pour améliorer la qualité et le confort dans la ville. Alors, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler de l'engagement citoyen et comment on va associer les citoyens. Une petite question quand même de Céline. Est-il prévu de débétonner pour planter? Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées? C'est des choses qui sont envisagées, qui sont non seulement envisagées, mais qui sont même en cours. Je vous invite à aller sur la place Péberlan. Et c'est effectivement des actions qui sont déjà engagées. Alors du coup, on a parlé effectivement du rôle de la métropole, mais je pense qu'effectivement, vous avez comme envie et projet d'associer aussi les citoyens et les entreprises. Comment vous voulez les associer? Et d'ailleurs, on a une question qui y est, donc je pose toutes les questions d'un coup. Est-il prévu de faire appel au bénévolat associatif pour les plantations? Donc voilà, je pense que vous pouvez répondre à ces deux questions d'une pierre deux coups. Oui. Alors donc effectivement, on lance un appel solennel à toute la population pour venir nous aider à planter des arbres. Donc effectivement, il faut que ce soit un mouvement collectif parce que c'est une politique que notre établissement ne peut pas réaliser seul sur son domaine public. Et en fait, il faut planter partout, et y compris sur l'espace privé. Et il faut que tout le monde participe puisqu'en fait, c'est l'intérêt collectif. C'est ce type de, comme la politique de plan climat, la métropole seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il faut que tout le monde participe. Donc les entreprises, les grandes institutions qui ont beaucoup de foncier, qui sont dans des politiques de développement durable, les citoyens et effectivement les collectifs de citoyens vont beaucoup nous aider. Donc il y aura plusieurs possibilités. Avec les communes, Bordeaux Métropole pourra contribuer à la distribution de jeunes plants que les collectifs pourront planter chez eux ou sur des terrains privés. On pourra donner des conseils. Il y aura les collectifs qui peuvent se créer. On envisage aussi de faire des appels à projets sur des terrains qui nous appartiennent, par exemple des délaissés de voirie ou des choses comme ça. On fera des appels à projets. Si des associations veulent s'en emparer, on les accompagnera et ils pourront planter sur ces terrains. On appelle aussi toutes les entreprises, les grandes comme les petites, à nous rejoindre dans cet effort et à contribuer à ce grand projet. Donc toute entreprise qui souhaite participer, planter sur ces terrains ou nous donner des terrains sur lesquels nous, Métropole, nous pourrons planter, est la bienvenue. Et l'idée, c'est de formaliser cela en signant une charte très officiellement pour marquer l'engagement de l'entreprise à nos côtés. Voilà, il y a toute une palette en fait de moyens qu'on va mobiliser pour faire participer tout le monde. Et justement, si les personnes qui nous regardent ont envie de participer, qu'elles soient chefs d'entreprise ou juste habitantes de la métropole, par quel bout on commence? Où est-ce qu'on peut avoir des informations? Est-ce qu'il y a des réunions prévues? Alors bientôt, on aura une réunion qui est plutôt à destination du réseau des entreprises mécènes, qui va être organisée en présence d'Alain Anziani. Là, on sera plus dans un objectif d'appel à dons. Alors ça peut être des dons soit de nature financière pour nous aider à faire ce projet sur l'espace public. Ça peut être aussi des dons en compétences, c'est-à-dire que par exemple des paysagistes ou des gens qui ont des compétences particulières et qui ont envie de passer une partie de leur temps à nous aider peuvent le mettre sous la forme d'un mécénat, c'est-à-dire ça donne droit à des déductions fiscales.
pour les projets qui sont sur l'espace public. Après, il y a une autre forme d'aide qui est la plantation sur les parcelles privées, où là, ce sera des choix faits par les entreprises, par les collectifs d'eux-mêmes. Et donc, on pourra les aider, les conseiller. Comment faire donc, il y a cette réunion sur le mécénat qui est prévue le 1er juin. On expliquera bien tout le dispositif. Et ensuite, j'invite tout le monde à nous écrire et on vous donnera des informations plus précises. Mais il faut que ce soit du cas par cas. Ça va dépendre des projets, des collectifs, des situations. Ça sera fait de toute façon avec les mairies, puisqu'il y a plein de sujets qui sont où les maires sont les mieux placés, puisque c'est chaque fois des projets locaux très ponctuels, c'est du détail, c'est de la dentelle. Donc on travaillera avec les mairies. Donc j'invite les gens à contacter directement leur mairie ou à contacter Bordeaux Métropole et on essaiera de faire une réponse au cas par cas. Est-ce qu'il y a un site internet, un lieu pilote, enfin on pourra avoir des ressources, mais c'est prévu. C'est prévu, oui. Voilà, on pourra se renseigner. L'équipe de la Maison écossythéenne se fera un plaisir de transmettre l'information pour toutes celles et ceux qui veulent suivre. Une dernière petite question, ça va coûter combien tout ça? Est-ce que vous avez une idée du coût de cette opération, justement, on parlait de mécénat? Pour la partie qui est les plantations sur l'espace public, on a sur l'espace public des communes ou les nôtres, on a une autorisation de programme de 35 millions d'euros. Voilà. Et après, tout ce qui sera fait par les tiers seront pas directement aidés par la métropole, sauf si certaines associations peut-être qui pourront être aidées, mais globalement, tout cet effort-là sera apporté par les entreprises ou les institutions qu'on appelle à participer sur leur fonds. Donc le coût complet de l'opération, c'est 35 millions d'euros mis sur la table par Bordeaux Métropole, plus l'ensemble des plantations qui seront faites par les partenaires. Donc c'est un budget bien plus important. Ça me semble très clair. Je crois qu'on n'a plus de questions. Je pense qu'on est parfaitement dans le timing. C'est parfait. C'est très beau. Bravo. J'aime bien clore. Si vous regardez les jeudis de la transition, vous savez que j'aime bien poser une petite question de la fin. Et ma petite question de la fin, c'est avec quoi vous aimeriez qu'on reparte? Une information, une lecture, une conférence à regarder ou quelque chose que vous avez envie qu'on retienne de nos échanges ou que vous-même vous avez retenu de ces échanges? Qui se lance? Annabelle? Je vais peut-être reprendre vraiment mon rôle de chercheur. Le débat en ce moment sur l'arbre en ville, sur l'arbre en général, montre réellement un engouement de la société sur l'arbre. Et c'est aussi lié au fait qu'on en a réellement un besoin et on voit l'usage qu'on peut en faire. La difficulté pour nous chercheurs, on rentre dans ce débat parce qu'il faut rentrer dans ce débat public et rentrer dans les discussions et les solutions qui sont mises en place, c'est qu'en fait on est un peu dans la recherche en même temps que les acteurs sont dans la réalisation. Et donc on mène de front et je pense que certaines choses qui vont être réalisées par les gens qui plantent des arbres, que ce soit nous chercheurs ou particuliers ou communes, vont être des échecs. Parce qu'on va essayer des choses en n'ayant pas forcément toute la connaissance dont on a besoin pour être sûr que ça va marcher, mais il faut essayer. Il faut faire, il faut planter, et puis au milieu de ça, il y aura des réalisations qui montreront que c'est efficace. Donc faisons ensemble et puis plantons, comme disait Monsieur le Président, plantons des arbres. Et plantons-nous aussi, du coup, on a le droit à l'échec. En espérant que ce sera le minimum, mais il faut avoir conscience que c'est aussi très particulier, indépendamment du côté urbain, au côté changement climatique, c'est qu'on va vers des situations qu'on ne connaît pas. Donc il y a sans doute des choses où on essaye, et puis parce que on va... Il vaut mieux, je pense, en tout cas, il vaut mieux essayer que de laisser faire et d'attendre que, sans essayer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, je suis dans cette idée, soyons actifs et plantons des arbres. Merci beaucoup, Annabelle. François, un petit mot de la fin, un petit conseil Petite anecdote, au début, je me suis demandé comment on définissait un arbre. Ça paraît tout simple, ça n'allait pas du tout.
Et il y a une définition que j'aime bien, c'est celle-ci, c'est si vous rentrez dedans avec votre voiture et que votre voiture est cassée, alors c'est un arbre. C'est une anecdote que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Plaidoyer pour l'arbre de Francis Allais et que je recommande. Eh bien, je vous remercie. Je remercie aussi Martial Vidal qui a été avec nous d'Arbres et Paysages. Merci Annabelle Porté de l'INRAE. Et merci François Durchetti. On remercie aussi Alain Gianni qui a ouvert ce temps d'échange. Merci aux équipes techniques qui ont permis ce live avec vous. C'était une première pour nous tous et toutes. Donc bravo et merci. Merci à l'équipe de la Maison éco-citoyenne et notamment Priscilla qui est ma complice dans ces moments et qui m'a transmis les questions. Merci à vous d'avoir suivi cet échange. N'hésitez pas encore à commenter, à partager et on se retrouve le mois prochain.